Bienvenue tout le monde. Merci de votre belle présence. C'est très important cette assemblée d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer les membres du conseil de la municipalité qui sont présents aujourd'hui, M. Pierre Roy et Mme Monique Richard. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, à la table en avant, nous avons M. Alexandre Salazin, qui est notre directeur récréo-touristique, directeur plein air récréo-touristique. Nous avons notre directeur général, M. Mathieu Dessureau. Nous avons M. Paul-André Dupuis, qui est un membre important, évidemment, de plein air Saint-Adolphe et membre aussi du comité sur la revitalisation de notre station Mont-Avalanche, et M. Paul Bernard, qui est le président du conseil d'administration. À l'autre table, nous avons notre, ça va faire exprès, M. Benoît Mongeau, qui est notre directeur des travaux publics, parce qu'évidemment, on va discuter aussi de revitalisation, mais donc de rénovation structurante ici, là, dans la bâtisse. Nous avons Marie-Hélène Gagné, qui est la ministre des Finances de Saint-Adolphe, et Mme Naomi Goyette, présidente de la Chambre des commerces, de la Chambre de commerce. Alors, écoutez, si on a choisi de vous réunir aujourd'hui, c'est qu'enfin, après plusieurs années, où des rénovations majeures doivent être apportées à cet immeuble ici et à l'ensemble des infrastructures de notre station Mont-Avalanche, enfin, on a un projet, enfin, on a obtenu, après beaucoup d'efforts, une subvention aussi pour procéder à ces travaux-là. Alors, il faut vraiment partir de là. Dès le début de notre mandat, on a été sensibilisés aux problèmes, n'est-ce pas, de toit, enfin, toutes sortes de problèmes d'usure de cet immeuble. Et on a cherché par tous les moyens, bien évidemment, à obtenir des subventions, mais il fallait agir. Donc, l'an dernier, il y a eu une première présentation d'un architecte. Et évidemment, c'était pas l'idéal. Et le problème, surtout, c'était qu'il n'y avait probablement pas eu suffisamment d'implication de la part du conseil d'administration de plein air Saint-Adolphe, qu'on appelait là, oui, il y en a qui appellent ça passade, mais je ne veux pas que ça soit une passade, par exemple. Hein? Alors, donc, cette année, on a continué à pousser sur notre député et c'est finalement en février que notre député, M. Yves Saint-Denis, nous a informé et nous annoncer officiellement que le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport était prêt à collaborer à hauteur de 300 000 $ pour la réfection et la revitalisation de notre station de sport. Alors donc, ça veut dire que nous, on doit payer 50 %. Si notre projet coûte 500 000, le ministère mettrait 250 000. Si notre projet coûte 600 000, bien là, il mettrait son maximum, donc 300 000. L'idée derrière tout ça, vous vous souviendrez sûrement, qu'on veut que Saint-Adolphe, on veut axer le développement économique de Saint-Adolphe sur le plein air, sur le récréo touristique. Et ça, c'est fondamental qu'ici, cette station puisse devenir le lieu phare, moi je dirais le socle de cette politique de développement économique. En faisant en sorte que ça ne soit plus, que ça soit pas uniquement réservé au ski, mais à toutes sortes d'activités et qu'on puisse avoir une salle multifonctionnelle ouverte à l'année ici, avec un resto, avec un bar qui fonctionne, qui attire les gens. Alors, c'est un premier jalon, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. C'est pas le projet complet, c'est le départ, c'est le point de départ. Et je tiens à vous dire que au cours des 2 dernières années, la station
a été enfin, elle a sûrement été très bien administrée avant, mais je veux dire que sur le plan des finances, la station du Mont-Avalanche a fini l'exercice l'année dernière avec un surplus, n'est-ce pas, Madame la directrice des finances? Alors, vous savez, on s'en va dans le bon sens et je vous invite à écouter attentivement les personnes qui vont faire la présentation aujourd'hui parce qu'elle est très importante. Alors, le comité qui a été formé pour justement pour regarder les plans d'architecte et vous proposer quelque chose qui est d'avant-garde, qui est bien, qui est selon nos moyens, mais qui est intéressant. Alors, M. Paul-André Dupuis, qui a été l'animateur, le chef de file de ce projet, M. Mathieu Dessureau, notre directeur général, M. Alexandre Sarrazin, évidemment, notre directeur du bureau touristique, M. Benoît Mongeau, notre directeur des travaux publics, Mme Julie Lafontaine, notre directrice de l'urbanisme et de l'environnement, M. Paul Bernard et deux autres membres, Mme Turenne, qui est ici, qui est aux ventes et au marketing, et Mme Isabelle Camiré, qui est une designer. Alors, voilà, on va vous présenter donc les différents aspects de ce projet, et à la fin, nous aurons bien entendu une période de questions. Alors, je passe la parole à M. Bernard. Si vous voulez. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? En fait, je n'ai pas besoin de micro. C'est pour l'enregistrement. Ah, OK. On va prendre le micro. On m'a demandé de faire un petit sommaire du Mont-Avalanche. Le Mont-Avalanche est géré par Plein Air Saint-Adolphe. Plein Air Saint-Adolphe gère aussi tous les sentiers de raquettes et de ski de fond, le centre plein air au début du village, ainsi que le camping. Le Mont-Avalanche seulement, il y a 724 détenteurs de passe de saison. C'est à la hausse par rapport à l'année précédente. On a à peu près 11 000, en surplus, 11 000 visites de skieurs. C'est dans la moyenne, à peu près. Normalement, c'est entre 11 et 12 000. Cette année, c'était un petit peu plus difficile. On a ouvert un peu plus tard. Donc, c'est des acheteurs de billets. On a à peu près une cinquantaine d'employés dans la saison estivale. C'était quand même un assez gros employeur pour Saint-Adolphe-d'Harold. Au-delà de ça, on a une équipe de compétition qui... J'étudie estival. Ça, c'est le projet. On a une équipe de compétition qui amène ici 4 courses de la division Laurentienne de ski. On parle à peu près entre 150 et 250 coureurs à la fois. Évidemment, les coureurs viennent avec leurs parents. Ça met beaucoup d'achalandage à la montagne. Le club de compétition est composé d'à peu près 55 jeunes de l'âge de 5 ans à 16 ans qui sont coachés par des professionnels. 9 professionnels cette année ont entraîné les jeunes. Ça donne une visibilité du Mont-Avalanche au travers des Laurentides. À ce que je sache, à moins que je me trompe, je crois que c'est la seule équipe de compétition qui compétitionne dans toutes les Laurentides de Saint-Adolphe-d'Harold. C'est aussi le Mont-Avalanche. C'est aussi plusieurs activités. Cette année, on a tenu, pendant le carnaval, on a tenu le souper thaïlandais, en même temps que les glantaines. On a tenu une soirée de raclette, qui était fort succès. C'est de la raclette pendant le soir, à la Noirceur. Tout le monde monte de montagne. On a tenu pour la Chambre de commerce une cabane à sucre, qui était, je crois, un fort succès. On a une journée Gros Ski Fest, qui est une espèce de festival hivernal pour faire la promotion des sports d'hiver, des autres sports d'hiver que le ski alpin. Et aussi l'été, on est rendu renommé pour la série Enduro, qui est une course de vélo, de descendre la montagne. Il faut voir pour le croire, ils descendent ça à une vitesse absolument sensationnelle. Puis on a rarement de blessés.
Et évidemment, Mont-Royal est reconnu pour son Festival des couleurs qu'on va continuer à donner. Ça donne un sommaire un peu plus grand que qu'est-ce qu'on fait ici au Mont-Royal. C'est pas seulement du scalpel. On essaie de promouvoir les autres activités. C'est tout. Merci. Alors, donc, si on veut voir les objectifs du projet, je vais y aller rapidement. Alors, bien sûr, là, c'est à la base de notre politique de développement économique. Donc, il y a la revitalisation du chalet ici pour en faire une salle multifonctionnelle ouverte à la nuit. Ça, là, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont pouvoir se tenir ici. Vous savez, à partir du moment où c'est agréable, accueillant, bien organisé, on va pouvoir accueillir des assemblées, des fêtes, toutes sortes d'activités qu'on ne peut pas faire aussi bien maintenant. Parce que ce qu'on veut, au fond, c'est que les gens aiment ça, puis que les gens veuillent revenir. Il y a du corporatif possible. Alors, si on vise ça, mais M. Sarrazin va vous en parler tout à l'heure. Ce qui est important de noter, puis je le souligne à grands traits, là, on veut que ça devienne un lieu pour toutes les familles. Pas simplement pour les personnes qui font des sports plus, vous savez, plus traditionnels. Et pour toutes les bourses aussi. Il faut que ce lieu-là, on se l'approprie. Il y a également une importante mise aux normes de notre remontée mécanique qui est incluse dans ce programme, dans ce plan, parce qu'en mars dernier, là, ça fait pas longtemps, quelques mois, il y a eu des changements aux normes. Alors, on se doit de mettre nos équipements aux normes pour qu'on soit à la fine pointe de la sécurité et de l'efficacité de nos installations. À l'intérieur, ici, là, ça ne sera plus comme ça. Le bar ne donnera pas sur le stationnement. Le bar va donner sur la montagne. Les terrasses, tout va être orienté pour qu'on puisse voir l'activité qui se déroule sur la montagne. Alors, on va vous expliquer tantôt comment tout ça va être déplacé. Alors donc, on veut rendre les lieux chaleureux, accueillants, on va maximiser l'espace, on va corriger les défauts, hein, on va corriger là, les défauts de structure, on va rénover ce qui doit l'être, on va adapter pour que ce soit un immeuble accessible, hein, parce que si on veut être capable de l'utiliser pour toutes les familles, il faut que ce soit accessible. Alors donc, voilà, moi je pense que ça fait un petit peu le tour. Monsieur Dupuis va continuer. Monsieur Dupuis, qui est ingénieur, comme vous savez, et qui a participé au comité et qui va bien vous expliquer les plans des architectes. Moi, j'irais immédiatement. Je vais peut-être sauter un peu les diapos, que j'aimerais aller directement à notre présentation du projet, parce qu'il y avait des objectifs de projet qu'on a expliqués bien en avant. Mais la présentation du projet qui se résume en 5 points, qui est la mise aux normes de la remontée mécanique, le changement de conception de transit-toit, réaménagement intérieur, reconfiguration pour un bâtiment accessible et changement d'une partie de fenestration. Je ne sais pas si Catherine, tu te retrouves. Oui, c'est bon, c'est Ariane. Alors, pendant qu'on a survolé les rénovations du chalet après avoir entendu parler de notre subvention gouvernementale pouvant atteindre 300 000 $, on a travaillé au niveau du CA sur un comité spécial pour la rénovation du chalet. Et pendant ces événements-là de recherche de documents et des professionnels et tout ça, il nous est arrivé la régie du bâtiment qu'on appelle communément la RBQ, sont arrivés avec des nouvelles normes pour toute remontée mécanique qu'il peut y avoir dans la province. Ce n'est pas seulement au Mont-Royal, c'est partout. Et ces mises aux normes de remontée mécanique nous amènent quand même, c'est devenu notre priorité numéro 1 dans l'ordre des 5 points qu'on a regardés pour la rénovation.
c'est que si on ne met pas aux normes la remontée mécanique, ben, il n'y a pas de rénovation non plus. Et ça prend une remontée mécanique pour être qui est aux nouvelles normes, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas sécuritaire auparavant, mais les normes ont changé. Alors, on doit s'adapter à ces normes-là. Alors, c'est de là, la mise aux normes, la remontée mécanique, ça représente quand même une cinquantaine de $1000 pour remettre la remontée mécanique correcte. Et pas juste correcte, elle était correcte. On a changé le cadre pour peut-être 35 000 $ il y a 2 ans. Si ces normes-là avaient existé, ces nouvelles normes-là, il y a 2 ans, bien, ça aurait été fait en même temps. Alors que là, bien, on a changé de cadre. Maintenant, il faut changer d'autres choses dans la remontée mécanique. Il y a toutes sortes de petites choses là, mais il y en a quand même pour une cinquantaine de $1000. C'est ce que Alexandre et la municipalité travaillent avec les gens qui donnent la subvention pour pouvoir faire inclure ces montants-là dans la subvention, quitte nous à diminuer certaines rénovations intérieures, parce que le point numéro 1 demeure les minimums. Je vais juste faire une petite aparté. Cette année, il y a 50 000 $, mais l'an prochain, il y a le reste des tours à Métonome aussi. Cette année, on parle de la station, les tours numéro 2, numéro 4 et la station retour qui est la station en haut. Et l'an prochain devrait être le reste des tours. L'an prochain, on prévoit encore peut-être un 70 000 maximum. Puis présentement, on travaille sur des subventions possibles pour pouvoir au moins aller chercher la moitié, sinon plus, de ces travaux-là. Une fois ces travaux-là terminés, on peut dire que notre chaise est comme neuve. On va seulement avoir la tour numéro 4 et la station retour à tous les 5 ans de l'entretien à faire. On parle d'une dizaine de $1000 tous les 5 ans. Mais il faut dire aussi que la RDQ a dit tous les remontées mécaniques 29 ans et plus ne sont plus aux normes. Notre remontée a 32 ans. Et que, c'est pas comme André dit, c'est pas qu'elle n'était pas sécuritaire, c'est que les normes ont changé. Donc, on sait qu'une fois que tous les travaux faits, notre remontée mécanique va être bonne pour les 29 prochaines années. Et comme je vous dis, il y aurait 2 tours tous les 5 ans à faire. Il faut dire que c'est pas seulement nous, toutes les stations de ski, il y en a des bien pires que nous autres. C'est pas à se comparer qui nous amène de l'argent, mais on se console un peu à savoir qu'on n'est pas les seuls à gratter les fonds de tiroir pour pouvoir mettre nos équipements aux normes. C'était la suite. Vas-y, mon okay. Le deuxième point dans les priorités, c'est le changement de la conception et des pentes de toit. Autrement dit, on a actuellement un toit qui, depuis plusieurs années, amène des problèmes d'infiltration d'eau et d'humidité dans la bâtisse. Et c'est, pour avoir parlé avec Mme Legault qui est en avant, initialement, moi j'ai compris qu'on avait une première bâtisse qui est à l'arrière et c'est par la suite qu'il y a une deuxième bâtisse et ça a toujours amené une certaine complexité au niveau de toiture. Et on a actuellement, vous avez vu sur les contrastes à l'extérieur, les pancartes, la pente projetée versus la pente actuelle. Oui, également en arrière. Alors, ce que ça nous amène, c'est qu'on a des niques à neige, si on peut appeler ça, de par les pentes inverses, ça crée des problèmes. Les gens sont obligés l'hiver d'aller pelleter, brise la toiture. Et il y a toutes sortes de problématiques. Fait que pour ne pas perdre, et ça c'est la conception des architectes ingénieurs en structure, pour ne pas perdre tout ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire les plafonds qui sont là. On ne fait qu'enlever la toiture, tout ce qui est métal, les contreplaqués, et les fermes de toit existantes sont conservées. C'est un nouveau système de ferme de toit avec une pente plus raide, tombe à 6 dans 12 au lieu de 4 dans 12. Et ça permet de conserver, de ne pas faire une démolition trop exhaustive pour rien et tout refaire à l'intérieur. Alors, en faisant ça, ça va nous créer une toiture qui va partir toute dans le même sens, le même pignon qui part et qui tourne, qui s'en va par là-bas. Et de cette façon-là, ça va nous amener, on croit, une meilleure gestion de la neige qui tombe sur le toit l'hiver, avec les arrêts de neige pour la sécurité de chaque côté, comme prévu. Ce sont des détails qui viendront par la suite. Alors, ce changement-là, on veut le combiner. Il y a toujours eu un problème d'humidité à l'intérieur, pas seulement l'infiltration, mais d'humidité. Fait que ça va être combiné avec un système qu'on appelle chauffage, ventilation, climatisation. Faites bien attention au mot climatisation. C'est d'abord et avant tout du chauffage l'hiver.
c'est que tu vas avoir une ventilation de l'air chaud pulsé et tu vas probablement éliminer 95, on ne peut jamais dire 100%, mais la majorité de l'humidité qu'il y a à l'intérieur en ayant du chauffage, non plus seulement par des plaques électriques, mais par un système de ventilation et air chaud pulsé. Alors, c'est d'abord et avant tout ça qu'il faut regarder. Et par ricochet, bien, ça amènera un peu d'air climatisé l'été, mais ça ne représente même pas 10 à 15 de l'utilisation de ces machines-là, de cette machine-là qui va être installée. Alors, c'est la portion, le point 2 qu'on appelle conception et changement de pente de toit et de toiture. Et à ça, moi, je mets l'extérieur également. On dit que les balcons, on va enfin joindre le balcon arrière, que j'appelle le balcon avant. On va d'abord et avant tout resolidifier la structure des balcons qui vieillit, ce bâtiment-là. Et on va avoir un grand balcon qui va nous donner face à la montagne tout le temps. Et le bar qui est à l'intérieur, qu'on voudrait déplacer vers la montagne là-bas, pour permettre d'avoir une salle entièrement dédiée à une salle communautaire, on va également ouvrir la fenestration. Ce n'est pas énormément de fenêtres, mais quelques fenêtres. Comment dire, les gens qui vont être en dedans, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder toute la gueule de jeunes qui font du ski. Ils vont prendre une petite bière dans le jardin, mais peu importe, là, ils vont avoir accès à la montagne, comme ça dans plusieurs chalets de ski. Très intéressant pour la clientèle. Puis, ça va donner de la vie là-dedans, tout simplement. Alors, c'est le point 2, changement et conception, pente de toit et également les balcons extérieurs, fenestration. À l'intérieur, le troisième point, quand je dis les points 1, 2, 3, 4, 5, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des budgets, mais également, quand ça va là, l'appel d'offres, et qu'on va avoir des vrais coûts, parce que les vrais coûts sortent seulement quand il y a un appel d'offres, et c'est ça que le marché nous donne, bien, on verra si on a suffisamment avec ce qu'on a mis, ou si on en a enlevé, ou si on en a pas. Simplement, parce que le marché va nous donner, et on va suivre ça très bien. Alors, le réaménagement intérieur, on parlait de simplement prendre la section bar qui est là, de l'année dans le coin là-bas, refaire aménagement côté cuisine, côté sortie. Et j'ai oublié quelque chose dans mon point numéro 2 qui est très important, c'est on rend le bâtiment accessible. Quand on dit accessible, il l'est actuellement au niveau du rez-de-chaussée. Les portes sont assez larges pour le côté accessibilité. Il y a une toilette handicapée au rez-de-chaussée, mais il n'y en a pas à l'étage. Alors, à l'étage, on a une rampe pour les livraisons de camions pour la cuisine et tout ça, et on a des portes trop petites. On va élargir les portes pour les rendre accessibles, une nouvelle toilette dans le coin près des autres toilettes pour les gens handicapés. Et à la sortie qui va être là, on va avoir simplement de quoi de facile pour avoir le tout accessible. Ça va nous rendre le bâtiment entièrement accessible à l'étage. Il l'est déjà au niveau du rez-de-chaussée. Plus tard, ça, il n'est pas dans le projet qui est là, on a même pensé dans le coin là, de mettre un ascenseur. Mais on a appris que via les gens accessibles, il peut y avoir des subventions qui peuvent être obtenues pour on parle d'à peu près 60 000 pour un ascenseur. Mais ce 60 000-là n'est pas dans ce qu'on présente aujourd'hui. On va voir éventuellement, est-ce qu'en plus on pourrait avoir ça, il y a une subvention spéciale pour le côté accessibilité, mais ça n'en fait pas partie pour l'instant. Donc, on va essayer de finir le côté accessible du bâtiment. Il le serait entièrement avec notre nouvel accès par là. Réaménagement intérieur, optimiser l'espace, c'est ce qu'on disait, salle communautaire de ce côté-là, la barre de ce côté là-bas, et les différentes choses qu'on a ici. Le changement de fenestration, je ne sais pas, les deux autres. Fenestration, c'est juste les quand on parle de fenestration, en plus de fenestration qui est là, on a plusieurs thermos, peut-être une douzaine de thermos à changer. Ce n'est pas des coûts excessifs, mais des thermos qui sont déficients, il faut les remplacer simplement. Ce n'est pas de nouvelles fenestrations autres que ça. Et on parle aussi de réaménagement intérieur. Il y a quelques places au rez-de-chaussée, côté bureau, qu'on veut réaménager les choses, mais c'est toutes des. Selon les budgets qu'on aura, on pourra voir, ça fera partie des appels d'offres. Il y aurait des portions qui pourront être ajoutées ou enlevées, mais c'est la portion sur que la municipalité va faire. Oui. Et dans notre rénovation, qui est un point assez important, au niveau plancher, on veut mettre, c'est-à-dire pour l'instant,
Il y en a pour autour de 75 000 $ pour ça. On parle des planchers, d'avoir des planchers semblables aux arénas ou semblables à d'autres stations, que c'est plus des tapis qui s'enlèvent comme ça, mais c'est un revêtement permanent qu'on fait qui est un peu moelleux, caoutchouteux, moelleux, pour les gens qui se promènent en bottine de ski. Et ce point-là, qui va être mis dans la d'offre, si jamais il manque d'argent, si jamais ça dépasse, mais c'est le premier point qui va être enlevé parce qu'on est toujours capable de vivre avec un plancher de béton et des tapis qui sont là. Alors, on se donne des options en fonction de ce qu'on va être capable d'obtenir dans le marché qu'on va. Bon. Ça couvre les grandes lignes de la présentation du projet. On va continuer dans la présentation. Il y aura quelques questions. C'est ça. Alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va peut-être passer la parole à M. Alexis, peut-être pour nous parler, non, du coup, à la fois, peut-être pour nous parler un petit peu de votre vision aujourd'hui pour la suite des choses qui correspond bien à notre vision aussi. Ça ne dérange pas si je me lève? Je vais être plus à l'aise. Ça fait un peu différent. Ça fait. Je vais te dire, assis-toi pas au côté de Paul, hein. Ça fait Laurel et Hardy pas mal. Je vais juste, avant de commencer le développement, juste dire que les rénovations du chalet, c'est sûr que c'est une plus-value pour la commercialisation de la station et des activités récréo-touristiques. Le fait de faire venir des gens chez nous, c'est très facile. Le fait qu'ils reviennent, c'est une autre étape. Et je pense qu'avec un beau chalet, ça va vraiment faciliter les choses. Parce qu'on a une belle petite montagne familiale, chaleureuse, sécuritaire. On a des conditions d'aménagement, je pense que beaucoup de stations nous envient, on entend parler dans la région. Et le fait de terminer la journée dans un beau petit chalet accueillant, je pense que c'est ça qui est. C'est comme un bon souper, puis si ton dessert est manqué, ben, c'est comme, on dirait que c'est comme tu te souviens de ça. Au moins avec un beau chalet, pour nous, ça va être plus facile de commercialiser les choses. Et je dois vous dire que pour les fonctionnaires, ça va être stimulant de dire, regarde, j'ai un beau produit à offrir, fait que je peux le défoncer pour aller chercher du monde. Au niveau de notre développement touristique et économique, c'est la première étape de projet de développement économique. C'est sûr qu'au départ, c'est pour notre communauté, donner des belles infrastructures à notre communauté. C'est pour nos familles, nos citoyens. On veut dynamiser, on veut offrir une belle qualité de vie à nos gens. Mais Mme la mairesse l'a dit tantôt, on veut que ce lieu devienne un lieu fort. Pas juste dire je ne fais pas de ski, j'y vais pas, mais au contraire, je ne fais pas de ski, mais je peux l'utiliser. C'est sûr que une station de ski, un chalet comme ça, on ne peut pas penser rentabiliser ça en louant juste des salles. On ne peut pas skier non plus sur les billets de ski pour faire vivre des infrastructures comme ça. Si on regarde la plupart des stations de ski, je pense 80-90% des stations de ski ont autre revenu que les billets de ski. Nous, on a un camping qui est tout petit. Je crois qu'il y a raison qu'on l'améliore, qu'on l'agrandisse. Nous, notre clientèle à Saint-Adolphe, c'est des excursionnistes. Ils arrivent de Montréal, ils viennent passer la journée, ils s'en retournent chez eux, ils ne laissent pas beaucoup dessus. Je crois que le secret dans aller chercher davantage des revenus, le secret, c'est de garder 2-3 jours et d'avoir de l'hébergement, différents types d'hébergement. Donc, on a comme projet, je ne sais pas si on va aller, je pense qu'il y a des diapositives, il y a des slides à la fin sur... La dernière de tout. Oui, la dernière de tout, là. Je crois qu'on mise beaucoup sur l'hébergement. La dernière. Un petit peu plus loin, rien. Parce qu'on ne s'est pas pratiqué, hein. On s'est dit, on va faire ça, c'était plus naturel. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'on a de la place au centre de plein air et on a de la place ici pour s'en aller dans des types, je ne dis pas que ça va être ça, mais dans ce type d'hébergement-là. Un type d'hébergement qui ne coûte pas trop cher, que les gens courent, un type d'hébergement qui pourrait être 4 saisons. Je pense qu'avec ça, on est capable d'aller chercher amplement de revenus pour éventuellement être très autonome et générer des revenus pour qu'à un moment donné, la population, on
on mette un petit frein sur la capacité de payer. Je pense qu'il ne faut pas toujours penser que le contribuable, faut qu'il paye. Je pense qu'il faut faire notre effort. Et l'effort est en sorte qu'avec la Saint-Adolphe, on est capable d'aller chercher des subventions pour arriver à ce type d'hébergement-là. On a déjà des contacts avec le centre de formation professionnelle de Mont-Tremblant. Ils ont un volet menuiserie. On a déjà des contacts. Les personnes on serait possiblement capable de faire un projet avec eux qui construisent des refuges. Nous, on trouve des subventions pour les matériaux. Il y a de l'arrimage à faire, mais c'est de faire très, très possible. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. Aussi, s'occuper de nos infrastructures. C'est sûr que c'est pas évident quand on n'a pas trop de revenus. L'entretien des pistes de vélo, l'entretien des pistes de randonnée. On fait de gros efforts. Je trouve que cette année, on s'est amélioré. L'an passé, on a fait des beaux travaux. Cet hiver, cet automne, on va en avoir encore. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Et le comité qui va être mis en place va avoir un beau travail à faire, un beau défi. Et j'ai très confiance qu'on soit capable de faire quelque chose qui va faire en sorte que je ne peux pas croire que nous, Saint-Adolphe, on a une montagne au cœur du village, on a des sentiers de raquettes et de randonnées de vélo au cœur du village, on a un lac et on est comme dans le dernier vallon. On devrait être dans les premiers vallons. Il n'y a aucune raison. Donc, sur ça c'est le départ. Et je remercie les gens qui ont travaillé avec nous, Paul-André, Paul, tout le monde qui a travaillé sur le comité. C'était vraiment le fun d'avoir des gens, des utilisateurs, des gens compétents, parce que moi je fais du récréo, mais ce qui est des devis et des zéros comme une barre, sauf que je suis capable d'aller chercher mon monde pour être capable de savoir ce qu'on veut. C'était bien, bien fun. Puis je remercie Mme la mairesse et le conseil qui est vraiment, vraiment pour ce projet et vraiment la vision qu'on a de Saint-Adolphe et du développement qu'on va en faire. Je crois qu'on est dans la même ligne. Sur ce, on va vous parler de comment ça coûte. Faites pas le saut. Faites vraiment pas le saut. Monsieur le DG, je vous laisse la parole. Des choses importantes. Alors, effectivement, merci encore d'être ici. Puis c'est effectivement moi qui ai la charge de vous détailler un petit peu sur où on en est les ce que je peux vous dire, c'est que c'est le résultat d'un travail, d'une analyse qui se veut vraiment conservatrice. On a tenté de dégrossir le maximum. Une chose, M. Dupuis en a parlé, toute notre appel d'offres va être structuré en nous permettant de fonctionner un peu en option. Donc, de dire, en fonction des coûts qui vont rentrer, de nous permettre de choisir les éléments qu'on pourrait soit enlever ou rajouter, de manière à respecter le cadre et d'avoir un résultat final qui répond aux besoins de la communauté de Saint-Adolphe, des utilisateurs de la montagne. Comme vous pouvez le voir, le gros du projet, en fait, il y a quelques gros éléments, là, mais le remplacement de la toiture est l'élément principal. Les fermes de toit, comme je disais, seront essentiellement conservées. Et on veut le gros de l'amélioration se fait au niveau de la toiture. On a 130 000 en dégrossissant un petit peu, le 130 270. La structure comme telle, on parle de 40 500 les rénovations intérieures qui sont essentiellement la fenestration, le bar, voilà. La mécanique électrique, tout ce qui est air pulsé auquel on a parlé plus tôt. Le gros, puis je pense la portion non négociable, si on va avoir du ski, et la planche et surtout des chaises qui fonctionnent dès la saison prochaine, c'est la mise aux normes des remontées mécaniques, soit 42 500. Comme l'a dit M. Sarrazin, c'est un projet en étape. Les normes ont énormément changé, ils se sont resserrés, on a des installations qui datent, mais qu'on veut absolument sécuritaires. Parce que comme vous savez, quand on amène nos familles à la montagne, on veut que la sécurité soit le premier plan. Voilà. Les contingences, les estimations, vous savez, ça fait partie de l'ajout des frais à prévoir. Les frais de financement aussi, bien évidemment les taxes. Donc on arrive pour un total du projet à tout près de 600 000 sur une subvention de 300. Le projet présentement était dans l'optique de maximiser la subvention, donc d'aller chercher le 300 000 maximal, mais on s'est donné tous les outils nécessaires de par l'appel d'offres pour pouvoir choisir les éléments, comme on a dit, le plancher pour être un élément négociable suite parce que quand même il est trop important. Donc grosso modo, voilà, puis on pourra réagir sur vos questions, puis mieux vous
vous aiguiller par rapport à ça. Toute l'administration, toute l'équipe est disponible, même après pour vous, que ce soit dans les semaines prochaines. Et je peux vous assurer qu'on a une belle équipe qui travaille vraiment d'arrache-pied pour répondre à ce besoin-là. Je pense qu'on a un beau projet structurant, comme le dit Mme la mairesse, un projet phare pour Saint-Adolphe. Donc, bravo à tout le monde, puis merci de votre collaboration. Comment ça coûte? Alors, voilà. Non. J'ai beau. Bon, alors ça fait 300 000, hein, c'est clair. Là. À peu près, ça va être autour de 300 000. Donc, c'est un règlement d'emprunt de ce montant-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a cru qu'il faudrait, pour une taxe plus juste, pour financer ces travaux-là, le faire selon l'évaluation des terrains ou des propriétés. Alors, parce que si on le fait égal pour tout le monde, on appelle ça un head tax. C'est sûr que c'est beaucoup moins équitable, hein, parce que quelqu'un qui a une maison plus imposante paierait le même montant que quelqu'un qui a une maison plus modeste. Alors, pour une évaluation de 100 000 $, une maison de 100 000 $ ou un terrain, ce serait 2,83 pour une période de 15 ans. 2,83 par année pour une période de 15 ans. 5,67 pour une maison évaluée à environ 200 000 et 11,32 pour une maison évaluée à 400 000. Ce sont des estimés qui ont été faits par notre directrice des finances. Et donc, en fait, si on le regarde de cette façon-là, je pense que c'est un bon investissement qu'on peut faire et qu'on a les moyens de faire comme population de Saint-Adolphe. Nous, ici, on n'a pas d'aréna. Vous savez, les villes qui ont des arénas, ça ne génère pas des profits sur des arénas. Ça coûte à la municipalité. Mais il y a des municipalités qui considèrent que c'est fondamental, justement, pour le rapprochement des familles, le sport, les enfants. D'autres, ce sont les piscines. Alors, tous ces équipements-là, il faut les entretenir, puis il faut les dynamiser. Alors, nous, ici, imaginez qu'on est chanceux, comme le disait M. Sarrazin, on a ce qu'il y a de mieux, le lac montant en plein cœur du village. Et je pense qu'un projet comme ça va aider énormément nos commerces et va favoriser la venue, sans doute, d'autres commerces. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein? C'est comme la saucisse high grade, là, plus on en mange, plus elle est fraîche. Là. Alors voilà, donc ça, ce sont les coûts. Et si vous avez des questions, bien entendu, on a toutes les ressources ici pour y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Alors, merci de votre attention. Ben, ils peuvent faire la file derrière le micro, c'est peut-être la façon la plus simple. Alors, peut-être faire la file au micro ou bien si vous voulez. Alors, vous me dites votre nom, s'il vous plaît, et la personne à qui vous voulez adresser votre question. Et on va prendre des notes. Oui. Bon, mon nom est Pierre Sormini, au Lagrève. Simplement une suggestion, parce que j'ai regardé les plans tout à l'heure, et je pense que ça ne changerait rien, ou à peu près rien dans les devis. C'est qu'actuellement, vous élargissez la terrasse qu'on appelait tantôt la terrasse avant, celle qui donne sur la montagne, ce qui est magnifique parce que quand il fait très beau, notamment dans le printemps, les gens s'assoient dehors, mangent dehors, sauf que l'accès force les gens qui sortent de la cuisine à passer au travers toutes les tables, d'aller complètement à cette porte-là et de remarcher jusqu'à l'autre bout. Et il y a à côté de l'escalier un petit recoin qui sera un peu fermé, pour lequel vous pourriez installer une porte qui donnerait directement à la... Juste là? Oui, là, ici. Et s'il y avait une porte là, on aurait accès directement au centre de terrasse. Et l'autre chose, ça faciliterait la circulation à la sortie des cuisines
Et donc, je vous demande juste de regarder ça. Je pense qu'il n'y a pas de différence de coût. Peut-être, M. Sormani, on me dit que c'est probablement prévu, mais je pense que ça serait important à l'étage. À l'étage, ici, là. Oui. Oui, c'est prévu, monsieur. Ah bon, c'est pas dans les plans. Oui, on n'a pas rentré dans les détails, mais ça va faire partie du aménagement intérieur. OK, parce que c'était pas sur les plans. Non, il est très schématique. OK, merci. Bien que tous les gens d'ici du village, ça s'adresse à la mairesse, le pourquoi la taxe qu'on a en ce moment monte à la hache. Pourquoi ce ne serait pas une taxe sport et loisirs, plein air, oui, monte à la hache. Oui, je comprends. Écoutez, cette appellation-là amène les gens, oui. Puis, je ne vais pas faire les choses, ceux qui sont fait longtemps, qui sont ici, ils viennent et disent, on va prendre mon manque comme ici. Ça tient. Je vais vous dire, monsieur, je le comprends. Il y a deux faces à cette médaille-là. Si on inclut ça dans la taxe générale, où on dit plein air, récréo ou loisirs en général, les gens vont nous dire combien elle nous coûte la montagne. Comprenez-vous? Oui. Parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des déficits, mais là, ça va beaucoup mieux. Alors, on s'était engagé, nous, en tout cas, à rendre ça transparent. Comme je vous dis, là, autant il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, c'est quoi 45 ?» Mais c'est rien, 45 $. Comprenez-vous? C'est rien sur le compte de taxes. Mais on pourra réfléchir à la moduler selon l'évaluation aussi, et peut-être à l'élargir au plein air. Mais je vous entends très bien. Mais nous, c'était un engagement de notre administration d'être extrêmement transparent quant aux finances, parce que c'était pas clair au départ. Parce que vous avez énoncé, juste avant la Expo, que les arénas, les petits municipalités sont là. On paye pour, puis mais ici, c'est la même chose. On ne devrait pas spécifier que... Éventuellement, là, je vous le dis, là, ça va tellement bien, là, les finances du Mont-Valanche, la gestion, on va être capable là, de repenser tout ça, mais il fallait le temps où on se reprenait en main, il fallait être transparent avec la population. Comme ça, on n'a pas de critique, vous savez. Nous, on en reçoit toutes sortes de critiques à la municipalité, des plaintes, vous en doutez bien, hein, dans toutes sortes de domaines. Ça, c'est très rare. Très rare que des gens nous disent « Comment ça faut que je paye 45 $ pour la montagne? » C'est très, très rare. Vous l'entendez, moi je l'entends aussi même pas dans le village, c'est hors du village, mais dans le domaine des gens que je connais, pourquoi on paye des taxes, on va même pas se montagne, si c'est ça. Oui, mais c'est comme si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous n'allez pas payer pour les taxes scolaires. Mais c'est ça, les gens, ils sont là. Moi, je pensais à la montagne, je suis content qu'on ait les montagnes. Parce que ça, c'est un plus pour le village. C'est vraiment un plus. C'est un plus. Puis, si on n'a plus cette montagne-là, ça va venir un village fantôme. Il faut penser à ça. Oui. On est tout à fait conscient. Regardez ce qu'on fait pour la montagne. OK. Merci, monsieur. Bonjour, Mme Lafrance. Bonjour. Écoutez, la présentation m'a paru convaincante. L'aspect technique, l'aspect de notre ingénieur qui nous a présenté de manière très détaillée. On ne vient pas, Retraité? Oui. Un ingénieur volontaire, bénévole. Entièrement bénévole, retraité. On vous remercie en passant. On vous remercie. Non? À mon avis, quand on l'est, on est tagué à vie. Ça fait rester dans la tête des gens, un ingénieur. Écoutez, ma question est très simple. C'est un gros projet, mais y a-t-il des études de marché en arrière de ça qui sont en mesure de nous donner confiance par rapport à la capacité de rentabiliser un projet comme ça? Parce que je vais vous dire en termes en soi, c'est un beau projet, mais il faut que ce soit rentable. Et il faut même que ça enrichisse la municipalité. Ça ne peut pas être aux frais des citoyens, des payeurs de taxes, qui en passant payent déjà des taxes importantes. Bien, écoutez, oui, je vais laisser M. Bernard répondre, mais je peux vous dire qu'on pourrait accueillir, comme bien d'autres endroits le font, du corporatif, des journées où on n'est pas ouvert ici. Là. Si on avait tout ce qu'il faut pour les intéresser. Alors, c'est juste un petit morceau, mais il y a un besoin, il y a un véritable besoin. J'ai pas votre nom. Alors, mon nom est Pierre Jambert. M. Pierre, il n'y a à peu près aucune montagne
et qui tire un bénéfice d'une station de ski. Il y a une étude qui a été faite par l'Université du Québec à Montréal qui analysait un total d'une quinzaine de montagnes municipales et la moyenne du déficit était 225 000 par montagne. Les seules montagnes, même ici dans les Laurentides, qui réussissent à faire un profit sont ceux qui ont de l'hébergement. C'est l'hébergement qui fait que la station de ski est profitable. On pense par exemple au Mont Belle-Neige, c'est leur parc, puis Vallée-Bleue, c'est la même chose, c'est leur parc à roulotte en arrière de la station de ski. Dans le cas de Belle-Neige, c'est en arrière de la station. Vallée-Bleue, c'est au bord de la rue. C'est ça qui fait que c'est rentable. C'est très difficile de rentabiliser le montagne. Hyper difficile. Je pense que la question est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de subventionner tout le temps pour pouvoir créer de l'activité économique dans un village. Sans montagne, ici, la situation économique serait très difficile pour la totalité des commerçants, la totalité des gens qui ont acheté des chalets ici pour deux raisons, pour la montagne, puis pour l'eau, le lac, les lacs. Mais on travaille très, très, très fort afin de rentabiliser. On essaie d'arriver au point mort, au point zéro, le plus vite possible. C'est très difficile. On a un programme, Madame la mairesse en a parlé, on veut développer notre programme de journée corporative. Une journée corporative, c'est on loue la montagne à une entreprise en particulier, comme Remax, je pense qu'on avait des discussions, puis on avait Lumen Électrique qui louait la montagne, puis après ça, la semaine qu'on est fermé. Après ça, ils viennent ici avec tous les gens, avec leurs clients, leurs employés, leurs invités, et on fait un souper pour eux autres. Ça, c'est très, très payant pour nous autres. C'est très pour rentabiliser. Mais regardez l'état du chalet, ça coule de partout. C'est pas beau. Puis on a de la misère à aller voir des entreprises qui ont les sous pour ça. Puis dire, venez, vous en chez le petit rouge chez nous, c'est pas vrai. Il faut mettre ça en jeu. Donc, j'en conclus qu'il n'y a pas d'études de marché qui ont été faites. Oui, il y en a des études. Vous avez présumé possiblement que le corporatif serait payant, mais vous avez fait des études avec des spécialistes. Monsieur Gall, j'ai commencé en disant qu'il y a une étude de marché qui était faite par l'Université du Québec, à Montréal, qui a fait une étude de marché sur une quinzaine de stations de ski. Oui, mais Saint-Adolphe, pour son projet spécifique, avec la clientèle potentielle, n'a pas fait sa propre étude. On n'a pas fait d'étude de marché ici, non. C'est ça. Mais on a comparé avec des comparables. Je comprends, mais moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que les taxes vont augmenter pour un projet. Est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est la question préalable. Est-ce que c'est pertinent qu'une municipalité gère un centre de ski? Bon, ben, écoutez, ça, moi, je pose la question parce que c'est pas le rôle d'une municipalité. C'est pas le rôle de base. Ben, écoutez, la municipalité ne la gère pas. Hein? On a un organisme de spécialistes qui sont plein air Saint-Adolphe. Un conseil d'administration avec les compétences qu'il faut. Et comme la montagne et les équipements nous appartiennent à la municipalité, bien évidemment, on fait un suivi avec nos équipes à l'intérieur également. Mais très honnêtement, monsieur, je peux vous dire que moi, je suis bien d'accord avec M. Bernard que si on n'a pas la montagne, qu'est-ce qui se passe à Saint-Adolphe l'hiver, vous pensez? Pour le développement économique de Saint-Adolphe, c'est essentiel. Et moi, je suis persuadée que les études qui ont été faites, les études de marché, ça compare pas avec des centres de ski différents du nôtre, mais ça compare avec des comparables. Alors, si c'est possible d'accueillir du corporatif à une autre montagne, familiale comme la nôtre, pourquoi pas ici? On a des ressources en marketing, moi, je suis très confiante qu'on fait le bon choix en s'en allant de ce côté-là.
en première étape, et en deuxième étape avec l'hébergement, qui est la clé aussi de la rentabilité. Alors, je vous remercie. Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup aimé la présentation. Oui, c'est ça. C'est ma Clotilde. J'ai aimé beaucoup la présentation et puis je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'aime Saint-Anna, puis j'aime la montagne, donc je pense que ça va amener un plus. Là où j'aimerais avoir plus d'éclaircissement, c'est quand vous avez parlé des vous avez estimé le toit, vous avez estimé ci et ça, chaque morceau du projet. Comment vous êtes arrivé à ces montants-là? Parce que je comprends que vous allez faire des appels d'offres pour donner des contrats à des éventuels entrepreneurs pour réaliser le projet, mais d'où vous viennent les montants que vous avez estimés pour le toit, pour la remontée mécanique, et etc., etc.? Oui? Je vais répondre à cette question. Ça a d'abord été fait par les architectes et les ingénieurs mécaniques électriques et structures qui ont été engagés pour faire les futurs appels d'offres, la conception et toutes ces choses-là. Alors, ce sont ces gens-là qui ont sorti, point par point, on les a résumés sur 5 ou 6 lignes, mais il y en a peut-être une couple de pages faciles là, de chacun des détails, chaque fenêtre, toutes ces choses-là à l'intérieur, mais qui a été un peu trop technique, je pense, pour mettre en diapositive, mais effectivement, ce sont les ingénieurs et les architectes. Je devrais dire les architectes et les ingénieurs qui ont établi ces coûts-là. Ça demeure par expérience. Moi, mon métier d'ingénieur et mes années de pratique, si on peut dire, je l'ai passé toute ma vie dans la construction. Donc, j'ai été un entrepreneur qui solutionnait dans le passé sur des appels d'offres publics. Quand je dis que les ingénieurs, les architectes font un budget, ça demeure un budget, dans le sens que tant qu'ils ne sont pas là dans l'appel d'offres, qu'est-ce que le marché va nous donner? Et moi, c'est peut-être à ce niveau-là que je peux amener un grain de sel, de voir, on devrait-tu le faire de telle et telle façon. Il y a le côté municipal que je connais moins, je parle de l'appareil municipal, mais d'avoir suffisamment d'informations, parce que ça peut arriver qu'on a carrément mis trop d'argent sur un poste, puis pas assez sur un autre. C'est le marché qui va nous dire cette chose-là. Puis de voir également, de par ce qu'on va présenter, on a-tu un solutionnaire ou on a 12 solutionnaires? Il faut intéresser également les gens en fonction de ça, pour ne pas se faire flouer, pour que tout le monde a entendu parler de collision. Il ne faut pas se retrouver face à une situation où on a 3 solutionnaires qui se parlent. Il y a toute cette facette-là qu'il va falloir suivre dans le prochain mois, effectivement. Allez-vous, dans ce projet-là, favoriser les entrepreneurs qui ont déjà pignon sur rue dans la région de Saint-Adolphe-d'Howard? Comme c'est une... Je vais avancer au prix du municipalité, je connais un peu quand même, mais comme il y a une subvention gouvernementale et c'est la municipalité, je crois que c'est une obligation que ça soit ouvert à plage à la province, mais en partant, les entrepreneurs locaux ont moins de mobilisation, ont moins de charges de l'extérieur à vivre et devraient être favorisés de par leur situation géographique. Mais si un entrepreneur plus gros de l'extérieur arrive parce que lui, il a une plus grande économie d'échelle pour faire quelque chose, ça peut arriver que ce soit un entrepreneur de l'extérieur également qui remporte le marché. Ça, c'est vraiment, on va le voir, c'est la boîte à surprise quand les solutions arrivent. Moi, j'ai dans ma maison à Saint-Adolphe et j'ai dû faire refaire la toiture en 2015. Et pour ce faire, j'ai fait faire des solutions. Écoutez, ça allait de 7 000 $ à 25 000 $ pour la même job. Oui, c'est quand même pas rien. Est-ce que vous êtes tenu, évidemment, d'embaucher celui qui a le plus long diplôme avec la plus grande expertise dans les choses? C'est le plus bas soumissionnaire conforme. OK. C'est la règle du gouvernement. On doit passer par un système, on appelle ça SEAO, c'est un système où on ne peut pas savoir qui a soumissionné, c'est tout à fait, c'est supposément la façon la plus transparente de faire les choses, et les règles sont encore le plus bas soumissionnaire conforme. Voilà. C'est une règle obligatoire partout dans la province.
Et moi, je vais m'avancer un peu, mais selon les soumissions qu'on va recevoir, le plus bas soumissionnaire qu'on forme, si on croit sincèrement qu'ils sont complètement out, qu'ils sont gauchers ou quoi que ce soit, il faudra se tenir debout et de dire on repart ici. Parce qu'en quelque part, il faut voir ce qu'on s'en va et pas se faire planter. Oui, parce que on sait que quand c'est un projet municipal, j'ai vu qu'il y avait une tendance à augmenter les prix parce que tu sais que tu vas travailler pour une municipalité et non pour un particulier. Puis ça, je trouve ça illogique parce que dans le fin fond, c'est les particuliers qui payent pour le projet. Je trouve ça ridicule. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations, Madame. Oui, j'ai hâte de voir. J'espère que tu es bien au courant des développements au fur et à mesure parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie. Le premier point, je vais vous demander votre plancher que vous parlez à tout de 70 000 $. C'est un nombre de tapis et j'espère que vous avez vu que si vous voulez faire des mariages, des danses, que ça ne doit pas danser très bien, ça ne doit pas marcher très bien sur ces planchers-là. Juste un peu moins. On a pensé que pour la salle communautaire, il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas rentrées dans les détails, mais oui, question plancher de danse, c'est très important. Il y a des planchers de danse amovibles de très bonne qualité que tu ajoutes simplement par-dessus. Il y a une espèce du côté bar actuel, il y a une espèce pas de podium, mais c'est surélevé, et ça sert à enlever. Puis effectivement, tu peux mettre quelque chose, il faut mettre quelque chose d'amovible en conséquence. Mais ce détail-là de plan, c'est d'abord un chalet de ski, il faut l'organiser en conséquence. Et pour en faire une salle communautaire, il faut organiser quelque chose par-dessus, effectivement. Parce qu'il y a eu toutes sortes d'idées qui ont sorti. Est-ce qu'on met un simple marmonéum polar, je ne sais pas trop quoi, qui sent, mais là, tu vas te casser ailleurs dans votre salle de ski. Alors, il faut trouver, c'est-à-dire c'est déjà pensé, mais pour un plancher de danse, on a quelque chose. C'est beau, merci. Ma première question, peut-être ça passe à Mme Gagné, ici dans les finances. Je dois savoir les frais de contingence, ça s'évalue à combien? C'est changé de 10 %? On a calculé à 10 %. Parfait. Ensuite, les frais de profit et administration d'entrepreneur, est-ce que c'est encore 10 %? Oui. Et on l'a mis avec les contingences. Oui, mais je veux dire, c'est parce que. On a mis contingences. C'est parce que ce que j'ai vu là, je n'ai pas plus la situation, peut-être que vous autres trouvez c'est bien. J'ai pris le règlement 800, j'ai comparé les chiffres avec le règlement 812. J'ai posé un peu de temps à faire des comparaisons de chiffres. Je vais juste être vraiment au courant des montants, là, tout ça comme ça. L'année passée, là, les frais de contingence, c'était 10 %. Les frais de profit d'administration entrepreneur, c'était 10 %. Est-ce que c'est le même montant? Oui, exactement. Parfait. Les taxes, est-ce que c'est 5 % ou 9,75 %? C'est les taxes nettes. Donc, la TPS est récupérable à 100 %, la TVQ à 50 %. La TPS, 100 %, la TVQ, 50 %. Fait que le montant des taxes qui est là, c'est juste le 50 % de TVQ. OK. Pourquoi l'année passée, dans le domaine d'emploi, vous avez mis les deux taxes? OK. Bon, je vais pas revenir avec ça dans mes économies. Les frais de financement, est-ce que c'est 4 %? Frais de financement, on a mis 8 %, mais comme vous avez vu à la dernière assemblée, il est sorti à 2 quelque chose. Fait qu'on ne sait pas exactement, ça peut être une belle économie. Oui, mais l'année passée, vous avez mis 4 %. Là, le montant, vous avez mis 8 %. Mais ça, c'est frais de financement temporaire. Oui, c'est ça, frais de financement que vous rajoutez à la fin du montant total. Oui. Là, vous avez mis 8 %. Oui. Je veux savoir pourquoi il est publié par rapport à celui de l'année passée. Pourquoi vous avez publié le montant par rapport à celui de l'année passée? L'année passée, vous avez fait ça à 4 %. Parce que ça fait une grosse différence. On parle de 25 à 50 000. C'est possible d'avoir la vidéo des chiffres, s'il vous plaît? On la prend? Pardon? Est-ce que c'est possible d'avoir la vidéo des chiffres? La diapositive des. Merci beaucoup.
frais de votre fille plus un mariage. L'année passée, par exemple, sur l'ancien règlement, moi, je suis partie vraiment des chiffres de cette année, c'est comme ça qu'on l'a calculé. Parce que l'année passée, quand on avait pris le règlement d'emprunt, il avait fait le sous-total. Il avait marqué frais d'entrepreneur, j'ai sorti une feuille pour vous mettre Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question, M. Charbonneau? On est en train de comparer quoi avec quoi, s'il vous plaît? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que je trouve valeur comme explique, c'est que j'aurais aimé ça que vous mettiez ce que les ingénieurs vous ont donné, parce que c'est plus facile à comparer les chiffres avec les chiffres. Mais c'est juste une soumission. Non, je comprends. Mais l'année passée, quand vous avez... Excusez-moi, c'est seulement un estimé. Oui, non. L'année passée, quand vous avez fait présenté le règlement 800, il y avait exactement 28 points. Là, vous avez comprimé ça en 5 points, donc c'est plus difficile à faire la comparaison. Okay? Mais nous, ce que j'essaie de faire de comparaison, c'est dans les montants qui sont le contingent d'estimation, les profits d'administration. L'année passée, il y avait 10 après le montant, puis il y avait un autre 10 Le 10 qui est rajouté après, là, ça fait une différence par rapport à votre montant que vous avez. J'aimerais ça comprendre pourquoi. On pourrait peut-être, après l'Assemblée, M. Charbonneau. Mais non, parce qu'on aimerait savoir nous aussi. La question est intéressante. La question est intéressante. On aimerait savoir aussi. C'est la différence, je vais vous expliquer. C'est que quand vous prenez, vu que ça vient fait l'année passée sur le document, c'est qu'on avait 10 de contingence. Donc, vous rajoutez 10 au montant, vous faites l'addition du total. Vous rajoutez 10 aux frais entrepreneurs et administration, peu importe. Ce qui fait que ça ne fait pas juste 20 ça fait 10 ou 10 qui devrait être pas loin de 11, ça, je suis pas un spécialiste. Puis le montant que moi je calcule, c'est que ça me donne à peu près 91 600. Disons que vous arrivez à 83 000. Donc, il y a une différence là. Mais il y avait mis des taxes au complet là. Oui, mais les taxes au complet, ça venait après, Mme Gagné. Les taxes viennent après le contingence. Donc, On a plein d'autres choses à faire aujourd'hui qu'à parler des taxes. C'est parce que dans... Tu as payé tes taxes, tu vas payer l'année prochaine pareil. Non, monsieur, écoutez, là. Ben écoutez. Je dois poser des questions. Je vais poser des questions. Je vais avoir l'information. C'est pas pour faire j'ai répondu. Vous avez pas réponse? Sur les frais de contingence. Sur les chiffres qui sont là, dans les contingences, c'était inclus le plancher. Le rangement. Le rangement, qui ont enlevé parce que ça dépend si, de combien l'appel d'offres va sortir. Fait que c'est sûr que si vous prenez le total, peut-être que ça n'arrive pas exactement à 10 Oh, mais s'ils l'ont enlevé, il n'est pas dans le total, on s'entend? Là. Si maintenant c'était 500 000, vous enlevez 100 000, il reste 400 000. Si vous faites la contingence sur 400 000, vous ne faites pas de contingence sur 500 000. Bon, Madame Gagné, je vais attendre, je vais ça. La deuxième, je dois avoir l'information sur la climatisation. J'ai compris qu'à l'année passée, on était parti à 75 000, on a réduit à de pas mal. L'histoire, je vais revenir un peu en arrière quand j'ai parlé
formé le genre comité, le sous-comité de notre CA pour les rénovations. Moi, je suis parti de là, c'était une demi-douzaine de gens impliqués, et je suis allé à l'hôtel de ville pour obtenir tous les documents qui existent. Quand tu regardes les comités de rénovation, tu commences à aller chercher toute l'information disponible à l'hôtel de ville qu'on a mis à notre disposition. Et ça m'a donné comme un genre, je vais appeler ça de même, un genre de liste d'épicerie avec toute la série de détails que vous avez parlé, de vingtaine de points, quoi que ce soit, pour découvrir des choses que moi, personnellement, me plaisaient pas. Entre autres, sur le plancher, c'était pas 75 000, c'était 115 000. Et ce 115 000-là, c'était pour faire un blast-track sur les 2 dalles de béton pour mettre une peinture époxy. Quelque chose comme pour patiner, non pas pour se former en bottine de ski. Mais pourquoi faire un blast-track? Pour légaliser, pour être capable de faire une peinture époxy, un peu comme ça dans un Costco. Bien, je pense pas que c'est ça que ça nous prenait ici. De là qu'on est revenu avec... Le blast-track, vous savez ce que c'est comme une polisseuse, mais c'est tous des petites billes qui sont envoyées pour tout. C'est incroyable de dépenser. Ça avait ni qu'une tête. On est revenu à la solution de base. On va mettre un revêtement de plancher s'il nous reste d'argent. S'il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de revêtement de plancher. C'est le même que moi je l'ai adopté. Et de là, que la vingtaine de points, bien, il y en a probablement une quinzaine qui ne sont plus les mêmes que c'était la première fois. Moi, je l'ai regardé de l'œil que j'avais, simplement, avec ce que je pense, en consultant nos gens et en embarquant du monde dans ce comité-là, de dire qu'est-ce qu'on a fait. L'histoire des fenêtres, là, ben, est venue de dire qu'on va ouvrir ça à la montagne. Ben, c'est ma conjointe, c'est ma blonde qui me dit, franchement, tu rentres ici, t'étouffes. Elle dit, pourquoi vous ne regardez pas avec une cible? Ça, il y a un meilleur que vous regarder. Alors, moi, je le voyais pas. C'est toutes sortes de petites choses de même qui font cette chose-là. Et quand j'ai vu, il y avait une plug de 75 ou 80 000, je ne sais pas du chiffre exact, de chauffage, ventilation, tout ça. De là, on s'est aperçu. On a demandé aux ingénieurs, aux architectes, les ingénieurs qui en avant structure, leurs bureaux font également du HVAC, de chauffage, ventilation. Et moi, de par mon genre expérience bâtisse, je ne suis pas le meilleur en bâtisse, là, en bâtiment, mais je me suis dit, on fait une toiture, et il dit, le monde parle de climatisation, c'est pas de la climatisation, ça prend, c'est de la ventilation et chauffage l'hiver pour totalement, presque totalement éliminer notre problème d'humidité. Et je me suis dit, on a cette opportunité-là, on fonce dedans, et par ricochet, il faut en avoir un peu de climatisation à l'été. C'est d'abord et avant tout la ventilation et le chauffage. Et c'est les ingénieurs de la HVAC qui nous ont dit que voici les budgets maintenant que vous pouvez regarder pour obtenir soit des machines au toit ou soit des multiples machines, soit une machine au toit, soit des multiples machines qui peuvent être mises après la toiture. Ce n'est pas un problème, on va le finaliser pour nous avoir. Autre question. Dans votre devis, on dit par vos architectes, je veux savoir, c'est quoi le montant pour la peinture de tout le bâtiment? À peu près? Je me souviens pas. Je ne l'ai pas regardé, cette portion-là, parce que moi, j'appelle ça c'est important, cette peinture-là, mais pour moi, c'est le dernier partage, une fois que tu as fait tout l'essentiel de ta structure. Je n'ai pas... Là, je veux savoir ce que le montant, c'est 19 860. Ça se peut. Mais tu regardes 20 000 pour peinturer une bâtisse intérieure. Ça peut avoir un sens. Ah oui. Oui, le problème, c'est une constante. Que dans le règlement d'emprunt, pour faire la même travail l'année passée, c'était à 11 250. C'est plus que 75% d'augmentation. Fait que là, comme c'est quand même les mêmes bâtiments, on essaie d'expliquer pourquoi on est arrivé avec ça. Une hausse de 75%. C'est très compliqué là, de comparer les deux projets. C'est pas les mêmes. Un commentaire là-dessus. C'est mon métier, c'est sûr, je suis entrepreneur général. On a des estimateurs. La bonne joke, les estimateurs, c'est aussi des estimateurs. Dans le sens, il n'y a pas juste des estimateurs qui sont comme ça. Je suis bien d'accord. Mais la joke de tout ça, c'est qu'on met une série de budgets, on y va au meilleur de notre connaissance avec l'aide de nos professionnels, mais il demeure quand même que l'heure de vérité, c'est quand les solutions vont être. Alors, je comprends tout ça. Je suis conscient. Moi, ce que j'aime, c'est que quand quelqu'un fait un projet, quand vous avez des chiffres, que les chiffres, ça ne sont pas n'importe quoi.
comprenez-vous, que les gens puissent expliquer le projet. Vous expliquer un projet, c'est quand même un investissement de 600 000. C'est peut-être juste 300 000 de nos poches, et l'autre 300 000 que le gouvernement va nous donner, c'est quand même tout le monde qui va le donner. Fait que moi, dans ma tête, à moi, ce que j'aime comprendre, c'est comment ça se fait que vous décidez d'enlever des montants pour faire leur montant de pente. Il y a des gens qu'on a parlé, vous les dites, c'est sûr que ça peut être de l'or. Comment on remettrait ça toute l'année avec des ascenseurs et des flasheurs, là? C'est mon temps du marche pas, il n'y a pas de pente de ski. Ça, je comprends fort bien. Même si ça coûte 100 000, je comprends bien. Je n'en ai pas de problème. Mais j'aime ça quand c'est clair. Comprenez-vous? J'ai de la misère à comprendre qu'on peut se passer d'une année à faire celui de ce bâtiment-là, parce que j'ai regardé, il n'y a pas vraiment d'agrandissement, tout ce qu'il faut, qu'on passe de 11 à pratiquement 20 000. C'est comme 75% d'augmentation en moins d'un an. C'est notre question. L'autre. Juste pour clarifier, M. Charbonneau, vous savez, l'urgence au niveau de la remontée mécanique, ça nous est arrivé après qu'on ait fait nos demandes de subvention pour la réflexion aussi. C'est arrivé au mois de mars. Notre subvention, on l'a eu en février. Alors, on s'est réajusté, bien évidemment. Le projet de 600 000, il y en a un 45 000 qui s'en va pour l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a la mise aux normes de la remontée. Mais vous savez, ça a été fait selon les règles de l'art. Et puis ensuite, on a décidé, enfin, on verra selon les soumissions, mais de réduire certaines de nos ambitions là, pour la oui, il faut maintenir un cadre financier du 100 000. Je comprends ça. Mais moi, juste pour ajouter, le premier estimé de l'autre année avant, que, soit dit en passant, que j'ai voté moi aussi contre cette chose-là, on n'avait pas été consulté au CA ici. On l'a été, pas rien consulté, on a été drôlement impliqués maintenant dans cette phase-là. Mais tous les chiffres que vous nous parlez de l'an passé, on s'en est servi à notre comité, j'ai été examiné et je m'en suis servi comme simple guide pour actualiser qu'est-ce qu'on a. C'est ça que j'ai fait. M. Charbonneau, on vient de comparer vraiment toute la ventilation des coûts de l'estimation qui avait été faite l'an dernier versus cette année. Et il y avait 4500 pieds carrés de peinture prévus. Puis cette année, il y en a 7 000, fait qu'elle est à peu près là, c'est dans la quantité. On voit que l'an dernier, excusez, j'ai arrivé sur juste quelques mois. Mais je pense que l'an dernier, le projet était beaucoup plus La partie peinture était vraiment de petite envergure parce qu'on parlait de 4500 pieds carrés au lieu de 7550. OK, puis on ramasse où la différence de 3 000 pieds, c'est quoi? En bas? Merci. Ça, c'est notre réponse. Et ma dernière, vous savez, je suis partenaire, celui qui a approché la ville dès le début, qui a fait ce tour du Mont-Valence, parce que je considérais que c'est une priorité. Parce que je savais qu'on avait investi, on avait investi, excusez le temps, on avait investi des centaines de milliers de dollars pour faire lutter contre le ministre de l'essence. Fait que là, l'année passée, dans la contamination, il y avait fait une contamination toilette et billetterie, 50 000 $. Cette année, on n'en retrouve pas dans ce budget. Fait que j'aimerais ça comprendre pourquoi la décontamination est plus importante qu'il n'y en a plus. Ben, la firme d'ingénieurs sont venus ici, ils ont ouvert les murs, ils ont ouvert le plafond. Ouais. Puis il n'y a pas de contamination. On n'a pas. OK. Bien, l'année passée, nous autres, on a payé une firme spécialisée dans ça pour avoir le document qui nous dit qu'il y a de la contamination. Un spécialiste. Pas un ingénieur qui a trouvé. Les autres, ils en ont trouvé. Et de là, il est venu le montant de 50 000. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut arriver et mettre un montant comme ça. Ils ont fait faire une étude, on a payé la municipalité. Si on peut donner le nom, puis la date. M. Charbonneau n'a pas vérifié, mais la firme d'ingénieurs qui nous ont subventionné, qui nous ont contribué en nous donnant les coûts, n'ont pas jugé bon, parce qu'ils ont ouvert, ils ont effectivement fait des trous un peu partout pour voir qu'ils n'ont pas trouvé de contamination. Parce que l'autre, la contamination de cette firme-là, ça parle au niveau des toilettes, puis la billetterie en bas. Fait que si on a trouvé là, un an passé, je serais bien surpris à mon avis avec au jardin d'un fort, mais ça ne disparaît pas. Il y a 50 000 disparus. Vous avez la rien, là.
Fait que là, un 50 000 comme ça, plus les frais de contingent, tout ça, ça représente 70 000. Fait que c'est genre de. Alors, on va vérifier sur Charbonneau. Je suis pas au courant qu'il y avait une étude de fait. Je vais donner les factures. On va faire plaisir. Alors, bon matin. Jean Galavel. Pour commencer, oui, bonjour. Alors, pour commencer, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Je pense que c'est une belle continuité. Je suis encore avec Paul-André. D'ailleurs, moi aussi, j'ai voté contre. Je pense qu'il y avait une raison d'information. Et je pense que la mobilisation citoyenne a eu lieu. Et ce que ça a donné, c'est qu'on a déchiré 300 000 $ de plus que le gouvernement. Sinon, on n'avait pas eu. Alors, je pense que c'est une bonne intervention. Écoutez, tantôt, vous disiez, M. Paul-André, qu'il y avait des opportunités. Moi, je pense qu'ici, où on relâche, les travaux, il y en a une opportunité. C'est là, on a eu des urgences qui sont arrivées à Saint-Claude. Et on n'a pas de place pour recevoir les gens. Moi, je pense que ça serait temps d'en profiter. Ça ne prend pas grand-chose. On a le gaz. Tout ce qui prendrait, tout ce qui manquait, il a été pour compléter les travaux ici au Mont-Valanche, c'est des douches et une installation pour génératrice. D'ailleurs, génératrice qui était due pour être changée à l'hôtel de ville, on devait l'amener ici. C'était prévu. Moi, je pense que de vous pencher sur le projet, je suis d'accord avec toi, de dire, écoute, il y a des opportunités et un service justement d'urgence qui pourrait accueillir les gens, prendre des douches, faire à manger, et les héberger, ça serait une belle opportunité. Alors, je pense qu'il faudrait pouvoir que le regarder encore. Merci. Merci. Bonjour, Serge Chacard. Félicitations. Merci, M. Secrétaire. Et moi, la question, ça concerne un peu les GV. Concernant c'est ça qu'on s'est fait de l'amortissement, les expertises, ces choses-là. Par la toiture, les trosses, les termes de toit en français. Au niveau des fondations, il y a des études qui ont été faites. Quand je parle de fondations, c'est des subventions bâtiments. Parce qu'on voit des fissures apparaître à l'extérieur. Au niveau des fondations, c'est qualité de cette terre, j'imagine. S'il y a l'infiltration d'eau qui passe les rampes par le sol, on a un autre problème aussi. Je veux juste ressortir le nom de l'ingénieur en structure, c'est une firme de Saint-Sauveur. C'est WSP, non, c'est pas WSP, c'est DWP. Ces gens-là, l'ingénieur qui est venu, Guillaume, si je me souviens bien, là, qui est venu faire la présentation, c'est lui qui a ouvert à plusieurs endroits, qui s'est promené dans l'endroit, qui a fait le tour de la bâtisse. Et structure, si on parle de structure des murs, mais oui, au niveau des fondations. Il me semble qu'il a regardé également tout ce qui touche ça, je pense. Et c'est eux autres qui ont fait la conception des termes de toit. Quand je dis la conception des termes de toit, il faut faire attention. Lui, il spécifie quel genre de termes de toit qu'on prend. Et les fournisseurs de termes de toit, c'est eux autres qui finalisent l'ingénierie elle-même de la structure de toit des fermes. En tant que c'est standard. Mais je vérifie avec Guillaume. Est-ce qu'il a regardé? Il me semble qu'il a fait le tour de la bâtisse au complet en fonction de ça. Mais je ne vais pas faire une affirmation sans en être certain. Voyez-vous bien. Et au niveau. On a un autre effectivement, j'ai rencontré la personne à 2 reprises. Il a fait des trous, comme ils sont venus depuis le début. Ils ont fait des trous un peu partout, ils ont examiné la structure. Quand on a parlé d'enlever des murs, de rajouter des murs, de changer les cloisons de place, le type était capable de nous répondre à chacun des points qu'on amenait. Moi, j'ai trouvé vraiment très compétent. À chacun des points qu'on amenait, il disait oui, on peut, non, on ne peut pas. Oui, on peut, mais il faut aller chercher jusqu'en bas. De par sa description, on comprend qu'il est allé jusqu'au fond. Maintenant, s'il y a des fissures dans les murs, on va le regarder si ça peut faire partie de l'étude complémentaire. Mais ça va une structure d'acier. Pardon, pas sur lui. Quand on regarde au travers de la fenêtre, tout ce qui est le monsieur qui est à travers, c'est une des braises qui passe du doigt jusqu'en bas. C'est une structure d'acier qui s'assied sur une fondation, effectivement. Okay. Puis, quand on parlait aussi de refaire le toit, on s'entend que l'isolation.
Oui. Donc, c'est prévu également. Parce que si l'évaluation d'eau, l'entrepôt, il y a un problème aussi au niveau des évaluations. Fait que c'est prévu, j'imagine. Dans la nouvelle toiture qui va être plus haute, naturellement, par-dessus. Monter à 6, 12. Et maintenant, qui est 4, 12. 4 12, qui va monter à 6, 12. Il y a une cheminée aussi, j'imagine, qu'il va falloir qu'elle soit modifiée. Parce que là, il faut qu'elle rejoigne ça. Effectivement. Et puis la quantité de ventilateurs maximum requis dans la tension. Je me souviens plus du nombre, j'ai le titre de Minouzel de savoir, mais il y a une série de ventilateurs requis. Pas le vrai temps de ventilateur, c'est des maximums, mais c'est juste des jeux d'ouverture de ventilateurs. J'arrive juste un petit commentaire. Le projet de vous parler tantôt pour l'hébergement, c'est merveilleux. Super, ça nous manque. Sauf que moi, mon opinion personnelle, moi je trouve que le comité de distraction de Mont-Valanche, il y en a déjà beaucoup de charges. En faire de gestion également de locatifs et construire des refuges et en faire des locations, c'est beaucoup. Moi, ma perception personnelle, il y a des gens entrepreneurs qui veulent partir des entreprises, ces choses-là. Pourquoi pas de laisser la chance à du privé? Des gens qui veulent s'investir. Je peux répondre à ça. Mais écoutez, possible. Oui, regardez, rien n'empêche l'autre. La seule problématique que je crois que si nous, on ne le fait pas, c'est qu'on n'ira pas chercher des revenus supplémentaires. Et ce qui va arriver, c'est que le privé va faire des refuges, des chalets, ils peuvent en faire. Nous-mêmes, on est favorable à ça. Des retours de taxes, non? Non, les retours de taxes, Serge, tu nous vendais dans les chemins. Ils ne reviendront pas. Il ne faut pas se fier là-dessus. C'est ça. Je ne crois pas que les retours de taxes vont s'en venir directement. Parce que ce qui va arriver, c'est que les gens vont avoir des chalets, vont avoir l'achalandage, les gens vont attendre un beau produit. Ils disent, hey, moi, je connais du monde, là, les sentiers ont l'air étudiants, les stations aussi, puis on ne sont pas capables de s'autosuffire. Et c'est pour ça que je me dis, nous, c'est pas la capacité de 50 personnes qui va changer la face du monde, de l'environnement privé. Il y a de la place amplement. Moi, je suis d'avis qu'il faut au moins être capable de recevoir un autobus complet, qui s'en vient chez nous, que ce soit des universitaires, des jeunes retraités, des familles en parité, des gars, on est capable de vous accueillir. Mais il faut un minimum d'hébergement pour notre organisme. Ça, j'en conviens, M. Alexandre. J'en conviens. Mais nous, on est des finançons de projet, ces choses-là. Déjà, on va mettre de la main-d'œuvre, on va réembaucher des gens pour en faire la promotion. C'est pour ça que je crois énormément, mais sauf que faut penser aussi qu'il y a le privé peut s'impliquer, mais on va se penser de la place pour tout. Parce que je pense qu'on va faire c'est très clair, M. Saint-Pierre, que si le privé nous fait une proposition dans ce sens-là, on est. C'est le premier choix. Ça va avoir une alliance avec les deux papiers. Il y a du partenariat privé public. Et je pense qu'on ne peut pas se fermer, on ne peut pas se freiner à ce mais on va en reparler, on n'est pas rendu là. Mais si c'est une autre étape, on reviendra. Merci. Merci, M. Bonjour, Jean-Luc Bourgeois, président estival de l'État de Saint-Paul. Installation de la main. Je pense que c'est un projet portant qui est important pour Saint-Paul. Ça prend des moyens de développer le secteur économique de Saint-Paul, supporter le tissu économique de Saint-Paul. Je pense que la montagne, c'est 100 heures, comme vous l'avez pas ça par ma profession, je finance des municipalités. La plus grande difficulté, c'est les municipalités de honte, c'est de trouver des sources de revenus. Je pense que la vision d'Alexandre, pardon, je parle, excusez-moi. Merci. On écoute tout le monde. La vision de M. Alexandre, je trouve que, j'imagine que c'est la vision du comité aussi, c'est important de développer ces sources de revenus, parce qu'éventuellement, vous allez vouloir emprunter de l'argent et les gens vont vous juger sur le développement, la diversification des sources de revenus. Ça, c'en est deux. Ce n'est pas un investissement sur 2-3 ans, c'est un investissement sur 29 ans. Là, je reprends les paroles d'Alexandre. C'est important de le faire. Puis moi, en tant que président, je veux le voir arriver parce que je l'utilise dans mon montagne, on paye des taxes, on supporte les commerces partout. Ça va continuer à contribuer au développement de la économique. Je vous félicite et je continue dans cette voie.
Maintenant, je vais juste parler de l'objet, parce qu'il est encore là, puis j'ai eu affaire avec M. Charbonneau dans les travaux, je connais son côté méthodique qui est très méticuleux. Moi, quand je suis dans ces projets, je vais vous mettre ça de ma perspective. Moi, j'ai calculé les coûts avant frais de financement et taxes, et une contingence de 20% des projets de construction. Pour moi, c'est correct. Les frais de financement sur un financement total de 600 000 $, parce que des frais légaux de financement, même sur les subventions, ça me paraît très correct. Puis le reste, je vais m'en remettre à la gestion interne pour dire est-ce qu'il y a assez de peinture, est-ce qu'il y a assez d'électricité et tout. Je pense que je suis revenu faire ça. Je suis certain que M. Charbonneau, vous allez apporter votre soutien là-dessus. Moi, je vois ça. De mon côté financier, je suis pleinement confortable. Donc, encore une fois, je trouve que c'est un bon projet. Je trouve que la subvention, c'est génial. Je ne sais pas qui est allé chercher, mais c'est super. On a travaillé fort, mais c'est vraiment un travail de concert avec notre député, M. Yves Saint-Denis. Ben, félicitations, M. Qui trouvait qu'on méritait quelque chose, Saint-Adolphe. Il a raison, parce qu'on travaillait fort à développer ce projet. Ma simple question, c'est l'échéancier. Vous commencez ça quand, vous finissez ça quand, et puis on arrive avec ça. Quand est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Alors, je vais tenter d'y répondre. Moi qui viens du marché privé, ça se fait demain matin, mais il faut quand même qu'il procède à la finalisation des appels d'offres. J'ai comme compris, peut-être qu'Alexandre Benoît m'avait épaulé là-dessus, mais que ça serait début qu'on ira en soumission pour avoir des appels d'offres qui tendraient vers la fin août. Début septembre, ça nous met excessivement serré, mais je crois que c'est encore faisable, à tout le moins de faire la toiture, et quand j'appelle ça les extérieurs toiture et les balcons extérieurs, et dans le pire des cas, à compléter l'an prochain. La subvention, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir de la première pelletée de terre, on a 2 ans complets pour compléter. Okay. Ce que je vous mettrai en garde de pas, justement, la saison touristique hivernale est quand même assez importante pour la station, de ne pas mettre ça en péril dans les rénovations qui empêcherait l'accessibilité, le trafic ici, parce que c'est beaucoup plus. Moi, j'ai même peut-être l'oiseau de mauvaise augure. J'ai dit, si on est trop tard cette saison, j'ai dit, on fait tout le travail, puis on commence après la saison de ski en 2017. Je me suis fait rabouer un peu, il dit non, pour que la toiture se fasse cet automne. Fait qu'on va quand même garder le cap là-dessus, mais il faut avoir l'esprit ouvert pour reporter pour ne pas mettre la saison. Effectivement, c'est ça. Donc, je vous félicite encore. Merci pour ce conduit. Merci. Mon premier commentaire était sur le côté positif du projet. Le chiffre décédé, tu as tellement bien exprimé, là, encore mieux que j'avais pu l'exprimer. Mon deuxième commentaire, un gros merci à tous ceux qui ont posé des questions. Parce que le poser des questions, ça démontre l'intérêt de la population. Alors, ça veut dire que la population est intéressée. Les questions ont tous été pertinentes, je trouve. Il y en a qui ont été très pointues. Et là-dessus, je peux féliciter le panel qui est en avant, autant les membres du conseil, du comité, les membres du conseil de l'hôtel de ville, pour l'exactitude des réponses, la transparence et puis le respect que vous avez eu de la façon dont vous avez répondu. Chapeau et une main d'applaudissement. Claude Sergei. Alors, c'est avec satisfaction que je vois avec quelle prudence vous avez présenté le développement économique du Mont-Avalanche. Parce qu'il faut se rappeler dans l'histoire qu'avec des chalets aux dimensions démesurées et au luxe exagéré, le Mont-Plante a dû céder, le Mont-Avila a dû céder et le Mont-Arnès a dû céder aussi, et avec une prise en main par le Mont-Saint-Sauveur concernant les deux centres aussi. Quand vous avez parlé de la rentabilité d'une pente, ça se fait d'abord avec les passes de ski, avec l'attrait de la clientèle, de la jeune clientèle. Le deuxième, le corporatif. Le corporatif à Mont-Arnès, ils ont rentabilisé leur pente de cette façon-là. Et le troisième élément, le centre plein air, c'est-à-dire l'utilisation 4 saisons. Et Mont-Arnès a augmenté sa rentabilité à titre de centre en construisant des chalets dans la montagne et en établissant un camping qui était très agréable et très fréquenté
est fréquenté aux 4 saisons à quasiment 80% dans les saisons mortes, 80% d'occupation. Alors, c'est sûr que ça demande des employés pour y voir. Mais acceptez que des employés, s'il y a des employés, c'est parce qu'il y a des revenus. Et s'il y a des revenus, il y a des profits en général. Et s'il y a des profits, les profits doivent retourner au centre plein air Saint-Adolphe, dont le Mont-Avalanche fait partie. Alors, c'est essentiel à ce que le projet se réalise comme tel, parce que c'est une ouverture avec le touristique incontournable. Emma Claudiano, une deuxième fois, j'ai oublié une question tantôt. Dans les appels d'offres que vous allez faire, vous allez sûrement les mettre dans les journaux locaux, j'imagine? Les appels d'offres? Non, ça va sur le site. Ah, c'est sur le site gouvernement, d'accord. Est-ce qu'il y a un mécanisme prévu à la loi pour éviter les dépassements de coûts avec les entrepreneurs? Ben, c'est-à-dire qu'on peut mettre, on peut demander, je sais pas comment on peut éviter les dépassements de coûts. Est-ce que... Oui. Ah, Benoît, excusez-moi. Vous répéter votre question, s'il vous plaît, madame. Je voulais savoir les appels d'offres, où est-ce qu'on était pour les mois. Je pensais dans les journaux, mais on me signifie que c'est sur le site gouvernemental, les appels d'offres là. Moi, je voulais savoir s'il y avait des mécanismes de prévus de par la loi québécoise ou de par la loi municipale ici, pour éviter les dépassements de coûts qui seraient, tu sais, si un soumissionnaire dit je vais vous faire votre loi, comme je sais pas, 122 000 $, puis s'il arrive avec une facture finale de 159 000 $, parce qu'il y a eu tel dépassement de coûts, comment éviter ça? Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça? Quand tous les projets, dans un Jean-Roux, tous les projets de construction de routes, de bâtiments, de quoi que ce soit, on sort depuis une dizaine d'années environ sur SEAO, ce qu'on disait tout tantôt, système électronique d'appel d'offres. À la base, quand on veut qu'un projet marche bien, quand on veut minimiser tous les extras, il faut à la base s'asseoir, le regarder de fond en comble. Il faut le regarder, puis vraiment passer au peigne fin. Ici, il n'y a pas personne qui achetait. Okay? Puis, dans un projet comme ça, à la base, la personne qui pilote ça, c'est un architecte. On s'est associé, je dis ça, c'est arrivé avant, moi, je fais juste 2 ans je suis ici, là. On s'est associé avec la firme Parent Label. Okay? J'ai rencontré des gens aussi. J'ai fait partie du comité, j'ai rencontré tous les consultants qui ont été engagés. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière, des consultants. Puis, je suis extrêmement satisfait, ça rend heureux les gens qu'on a rencontrés, des gens qui ont eu le mandat. Ce sont des gens, je dirais, fins, pointus, qui ont un service clientèle vraiment hors pair, qui sont à l'écoute de nos besoins. Fait ils ont défini tout un projet. Puis ce que je disais tantôt, quand on posait des gens des questions aux gens en structure, les gens en structure, moi, ça m'a étonné de voir à quel point ils étaient capables de répondre vite. Tu sais, c'est un projet à un moment donné qui a passé quelques mois en toutes sortes de discussions sur lesquelles les consultants n'ont pas travaillé. Quand on les a ramenés dans le dossier, ils sont assis la veille, ils ont tous répliqué leur dossier au complet. Quand ils sont arrivés, ils étaient capables de nous répondre à tout et chacun des listes. Quand on a des gens comme ça, c'est des gens d'expérience, on sait que le devis va être pointu. Okay? Fait que la peinture, changer une porte de place, changer des poutres, enlever un mur, enlever un fou, c'est tous des trucs qui sont relativement faciles à décrire. Puis, où la description du paragraphe, les thèmes au bordereau de paiement, description de l'item, actuellement, c'est assez complet. Puis, moi, je ne vois pas de... Comment il pourrait y avoir des passements de coûts avec un projet aussi clair, des demandes aussi pointues? C'est ça que voilà, moi j'en ai pas beaucoup. Merci, Mme Hainaut. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, une dernière question. Bonjour, Serge Robert. M'entendez-vous? Une suggestion. Il y a plusieurs années, au centre de plein air, j'ai été vice-président il y a 7 ou 8 ans au centre de plein air, on avait déjà dans les cartons des projets, un exemple, on veut faire venir du monde, cabane dans les arbres. Ils étaient très intéressés à investir, ça ne coûtait rien à la municipalité, et la municipalité avait des redevances. On a un immense terrain, on a de la place, ça attire du monde, le monde reste plusieurs jours, même des semaines. C'est la même chose pour le refuge Campbell et ces choses-là. C'est des endroits,
Et s'il y a une chose qui est connue de Saint-Adolphe, le Mont-Valanche, oui, mais à Montréal, c'est le centre de plein air. Le centre de plein air est connu. Quand tu parles du centre de plein air de Saint-Adolphe, c'est connu et le monde a toujours apprécié ce qui se passait là-bas. Fait que, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses, et ça doit être pas nécessairement en partenariat, mais les deux ensemble doivent bien travailler ensemble, mais le centre de plein air est aussi un actif pour être capable d'emmener des sous, du monde, de la prospérité. On est tellement d'accord avec vous, puis M. Sarrazin a à cœur tout le dossier plein air de Saint-Adolphe. Voulez-vous finaliser ça, monsieur? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'est bon, merci beaucoup. Une dernière. Oui, c'est ça. Présentation de votre projet. Merci. La question que je me pose, j'en ai deux. Premièrement, je suis un peu surpris qu'on ait une assemblée publique ou un prêt de 300 000. La dernière assemblée du Conseil, je suis allé, on voulait financer un camion, puis c'était pas loin de ça. On n'avait pas une assemblée spéciale. Mais c'est parce que là, on parle de notre développement économique. Non, mais quand même, c'est pas 3 millions. Là. Non. Mais écoutez, moi, j'aime bien rencontrer la population. La preuve, c'est que ça intéresse les gens. La preuve, vous avez vu. Alors, c'est pas parce qu'on veut vous voler vos dimanches matin ou vos samedis matin, là, mais je pense que c'est important. Comme ça, on est... Puis, vous savez, nous, c'est la façon de savoir ce que vous pensez. Alors, à partir d'une rencontre comme aujourd'hui, on voit s'il y a des craintes, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des points qu'on n'avait pas vus. C'est comme ça qu'on peut mieux gérer, qu'on peut mieux gouverner. OK. Une autre question, M. Charbonneau a assez bien ventilé, je crois, les chiffres. Il y en a un qui m'a surpris. Le projet, on dit que c'est 600 000 à peu près. Environ. La subvention ne serait dépassée 300. Non. Alors, si, mettons, une fois qu'on est allé en appel d'offres, comme le monsieur a dit, ça rentre à 824 000, on fait quoi? Ça ne sera pas ça parce que ça a été fait d'une façon extrêmement conservatrice. Pour l'instant, là, ça a été fait très, très serré. Mais si, par exemple, les soumissions sortent plus élevées de 50 000, bien, on va choisir à l'intérieur de notre projet ce qu'on enlève qui est moins prioritaire. Êtes-vous en train de dire à la population, vous garantissez que ça ne dépassera pas 600 000? Pour l'instant, oui. Puis, surtout, on ne peut pas aller plus loin que ça. Si ça arrive à 724, on gèle ça là, on avance pas. Non. On enlève des éléments, puis ça n'arrivera pas à 724. C'est vraiment, c'est calculé assez serré, n'est-ce pas, monsieur? Je peux ajouter un peu là-dessus. C'est certain qu'on ne sait jamais, avant toutes les soumissions, à combien ça va sortir. Si ça sort à 850 000, les estimés, les ingénieurs, les architectes ne peuvent pas être off tant que ça. Il se passe de quoi? Et c'est certain que ça allume une sonnette d'alarme, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais si ça dépasse légèrement les 25, 50, 75 000, moi, j'étais celui qui préconisait dans le comité qu'il fallait absolument arriver avec un estimé d'au moins 75 000 de plus que 600 000. Je vais être sûr d'avoir le 300 000 du gouvernement, quitte à couper par la suite. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, c'est l'approche que j'en fais. Mais si ça arrive à 675 000, il faut d'abord voir est-ce que c'est vrai, et puis d'y arriver, tout simplement, de constater ce qui va se passer. L'autre affaire qui nous surprend dans les chiffres, il y a deux choses qui nous surprennent dans les chiffres, c'est la mise à niveau du remont. Ça, c'est pas négociable. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est dans le projet global. Ça, il faut que ça soit fait. Et avant l'automne prochain. Techniquement, le centre des sites pourrait être fermé. Le travail est commencé, les députés vont se faire. Il me semble que ça devrait être dissocié. Non, mais c'est que si on peut avoir une subvention pour ça, on l'a. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Parce qu'on n'a pas d'argent, voulez-vous qu'on vous taxe plus juste parce qu'on si on n'est pas capable de mettre le projet en marche pour l'automne et qu'on passe l'hiver avec la station fermée, parce que non. C'est déjà en train de se faire. Oui. C'est comme on espère simplement qu'on pourra utiliser notre subvention. On est très positif de voir. Moi, en tout cas, je suis très confiant qu'on va rentrer à l'intérieur de qu'est-ce qu'on a comme préparation. Si on ne l'est pas, moi, je suis quand même confiant là-dessus. Et la remontée, on n'a pas le choix. Et puis il y avait des délais, les démarches ont commencé.
Autre question, j'entendais les gens autour de moi demander la même question. Là. On parle d'une dépense de la municipalité de 300 000, avec des frais de financement de 54 000. Je veux bien croire qu'on est dans les pays d'en haut, là, mais c'est la fin qui va financer ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut expliquer comment ça va coûter 54 000 pour financer 300 000? Et le monde achète des maisons qui ont des hypothèques de 300 000, c'est plus rare qu'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une présentation de chiffres. Là. Non, mais ça vaut pas cher. Ce qui va expliquer, moi, comme bénévole, les gens de financement, je veux juste tenter le cas. Le financement, de ce que j'ai compris, on doit, la municipalité, financer le projet au global. C'est la façon d'obtenir la subvention. Quand tout va avoir été complété jusqu'à la dernière vis et dernière coût de peinture, et que tout le monde va avoir été payé, c'est à ce moment-là que le gouvernement nous remet le 300 000, mais le financement doit se faire globalement et fait partie du coût. Sur le 600 000. Ton financement fait partie du coût, mais c'est la municipalité qui doit le financer au global jusqu'à temps que ce soit entièrement terminé. Je suis correct? Oui. Le retour de la subvention, elle va dû être retournée sur une période de 10 ans. Ça, même? Absolument, oui. On va être versé sur une période de 10 ans. C'est ça? OK, ça n'a pas été présenté dans le temps. Oui. Ah, il n'est jamais content. Non, OK, c'est pas si vous admettrez que c'est étonnant que ça coûte 54 000 pour financer 300 000 ou même 600 000. Non, mais comme je disais, on l'a mis à 8 mais on a des grosses chances que ça soit juste à 4. Ça dépend quand on va aller en financement. Ouais, c'est bon. Qu'on n'a pas le droit de le mettre trop. Félicitations pour le projet. Merci à tous.